en ce vendredi 20 décembre 2024. En remerciant le Tout-Puissant de nous accorder, les miens et moi-même, son souffle, sa bénédiction et ses grâces. Je voudrais commencer par saluer toutes celles et ceux qui se sont mobilisés à nos côtés cette semaine où nous affrontions la énième persécution du dictateur français Emmanuel Macron, autocrate aux abois qui court par monts et vaux à la recherche de toutes sortes de motifs pour sauver son régime illégitime. Oui, cette semaine en Normandie encore, le jeudi 19, à partir de 13h, en compagnie du collectif d'avocats qui me fait l'honneur de m'accompagner dans le combat pour la vérité et la justice des Africains, nous avons entendu le délibéré du procès monté de toutes pièces contre nous par M. Emmanuel Macron, actuel et éphémère président de la République française. Depuis 2021, dans ce pays, la France, je suis persécuté par le régime du président Emmanuel Macron parce qu'il veut m'empêcher de participer à l'éveil du peuple africain contre l'exploitation néocolonialiste française, se traduisant par l'occupation du sol africain par des troupes coloniales, néocoloniales et impérialistes françaises, l'exploitation économique inique de l'Afrique par la monnaie néocoloniale française du franc CFA, le soutien aux pires dictatures africaines par l'élite politique de gouvernement français de la Ve République, depuis De Gaulle jusqu'à Macron, en passant par Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande. Sans exclusive, l'élite de droite et de gauche de la République française a participé à entretenir la France-Afrique. Une mafia qui, trompant le peuple français et trompant le peuple africain, exploite l'un et l'autre, l'un au détriment de l'autre, et s'impose à la tête de plusieurs pays africains et à la tête de la France en violant toutes les lois par ailleurs proclamées vertueusement ça et là. La France-Afrique dont François-Xavier Verschave a eu raison de dire dans son fameux livre publié aux éditions Stock qu'elle est le plus long scandale de la République française. Je suis persécuté depuis 2021 dans ce pays parce que j'ai été repéré par le locataire actuel du palais de l'Élysée comme étant l'un des acteurs de l'éveil africain. On m'accuse d'être de ceux-là qui, quand ils parlent, enseignent la liberté, la vérité, la justice, la solidarité aux Africains. Et parce que je prends le temps de m'adresser à l'intelligence des gens de ce temps, il a été convenu de trouver un moyen de me faire taire à tout prix. À défaut de m'éliminer physiquement, on essaye d'abord de m'éliminer socialement, en me jetant à la rue avec ma famille. On essaie de m'éliminer économiquement, en m'asphyxiant par toutes sortes de stratagèmes, depuis les fermetures de comptes bancaires arbitraires jusqu'au harcèlement fiscal, avec augmentation exponentielle de l'assiette de prélèvement, ayant pour but de me ruiner complètement. On est allé jusqu'à empêcher les mécanismes usuels et classiques de solidarité que des personnes de bonne volonté à travers le monde pourraient manifester plutôt envers moi, en ma famille. On est allé jusqu'à me transformer en un individu imaginairement dangereux, puisque sans même que je sois l'objet de la convocation d'un juge, M. Emmanuel Macron m'a fait fichier S, de telle façon que chacun de mes voyages hors de France ou de mes retours en France est ponctué d'humiliation, de fouilles, de garde à vue, de rétention de documents de voyage, de persécution, d'intimidation, de harcèlement. Tout ceci en est venu à s'étendre même à mon épouse et à mes enfants lors de nos voyages ensemble, au sortir des aéroports de France ou à l'entrée. On s'est permis de nous mettre collectivement en garde à vue 2 fois, alors que moi, j'en suis à ma 20e garde à vue aux frontières françaises. Garde à vue jamais justifiée, toujours expliquée par des motifs alambiqués par la police aux ordres de Macron. Nous avons même porté plainte. À l'époque, un certain Moussa Gérard Darmanin était ministre de l'Intérieur et il a dit qu'il ne donnerait pas d'explications sur les raisons pour lesquelles on m'impose des humiliations, parce que si il donnait des explications, je pourrais prendre des précautions pour me défendre. C'est la réponse qu'il a donnée lorsque mon avocat, Maître Ndjifutao Woshawo Aboubekr, a engagé l'action d'exiger que les données qui ont permis de me ficher S, sans passer par une affaire judiciaire, que ces données soient mises à ma disposition. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas été capables de nous dire pourquoi et ils ont pris mon nom et l'ont mis dans la catégorie des fiches S, à côté des noms des terroristes, des criminels, des voleurs, des individus coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. C'est ce que M. Macron a fait. Il a voulu confisquer à un moment donné mes documents d'identité
et de voyage français. On l'a attaqué en justice et il a fini par me les remettre après 4 mois de bagarre. Alors, il a voulu me faire chasser de mon travail en mettant mes collègues à contribution. Mes collègues, à l'unanimité, se sont opposés à lui. Tous les syndicats de l'éducation nationale ayant voté contre les propositions de sanctions qui étaient venues de l'administration. Alors, M. Macron s'est dit, il faut que je trouve d'autres katas. Il a décidé de m'accuser d'avoir détourné les dons que les Africains m'ont librement consentis en mon nom. J'ai publié ce matin même les captures d'écran et les liens des 2 principaux dons par collecte GoFund que les Africains m'ont adressés. Les 2 dons montent à plus de 35 000 € et la liste des donateurs à travers le monde entier est connue. Cela a été fait en toute transparence. Ces dons m'ont été acheminés en mon nom par 2 collectes appelées soutien judiciaire à Franklin Nyamsi et soutien à la défense judiciaire et médiatique de Franklin Nyamsi. Le total du soutien que vous m'avez apporté était de 35 000 € et plus. Parce qu'en fait, les gens ont continué à donner, même après que j'ai publié un communiqué pour leur dire « ça suffit, j'ai obtenu suffisamment pour tenir bon ». Monsieur Macron m'a fait suspendre de mes fonctions pendant 3 mois, en 2023, ce qui m'a enlevé pratiquement 14 000 € de salaire. Les Africains, eux, m'avaient donné un soutien de, à l'époque, ça se comptait à 34 000 €, mais finalement, c'est 35 000, puisqu'en fait, je n'ai même pas récupéré pratiquement 8 000 € de cette somme, dès lors que M. Macron s'est mis à me pourchasser. Dans ce que les Africains m'ont donné en mon nom, et qui est encore vérifiable à travers les liens GoFund que j'ai mis à votre disposition, je n'ai récupéré que 28 000 €. Et Macron demande à la justice de me condamner pour abus de confiance parce que j'ai récupéré les dons que vous m'avez donnés par GoFund. L'argent que les Africains me donnent par GoFund en mon nom propre et que j'ai récupéré, Macron demande à un juge de considérer que c'est un abus de confiance. Madame le procureur Corinne Gérard du tribunal de Rouen dit que ce n'est pas un abus de confiance. Elle dit à Macron, laissez M. Nyamsi tranquille. Elle classe l'affaire sans suite le 20 octobre 2023. L'affaire était finie. Mais presque 8 mois plus tard, le 27 mai 2024, Macron réussit à trouver une petite substitute du procureur, 2 grades en dessous de Madame la procureure Corinne Gérard. Elle s'appelle Aliénor Darigo. Et nous avons porté plainte contre elle devant le Conseil supérieur de la magistrature de France parce qu'elle a violé l'article 40-1 de la procédure pénale qui dit que quand une affaire est classée sans suite, personne ne peut, sauf élément nouveau, personne ne peut relancer l'affaire. Il n'y a eu aucun élément nouveau. Elle a violé l'article 40 du Code de la procédure pénale parce que Macron l'a pistonné pour me conduire au procès. On m'a amené au procès le 28 novembre. Un procureur aux ordres de Macron a demandé qu'on me mette 6 mois de prison avec sursis, qu'on me mette 31 000 € d'amende et 1 année d'inéligibilité. C'était déjà assez curieux. D'abord, on me met en prison. Pourquoi? J'ai pris l'argent de qui? Personne n'a porté plainte contre moi que j'ai pris son argent. Ni l'État français ne dit que j'ai pris son argent, ni un particulier ne dit que j'ai détourné son argent. Personne. L'association qui a servi de plateforme pour recueillir l'argent, c'est moi qui en suis le président. Croche Parti de Paris, pour Guillaume Soro. Et j'ai récupéré moins que la somme qui a été collectée par les Africains pour moi. J'ai laissé 6 000 € pour aider d'autres personnes à travers la plateforme associative. Le problème de l'État français, c'est quoi dedans? Il n'a pas donné 1 €. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est quoi dedans? Je ne lui ai rien demandé. Il m'a enlevé 3 mois de salaire. Les Africains m'ont donné le double. Son problème dedans, c'est quoi? Donc, la procureure Corinne Gérard avait dit que l'affaire était classée sans suite parce que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Macron n'avait pas démontré que j'avais lésé quelqu'un. Je n'ai abusé de personne. OK. Ils m'ont quand même amené donc au tribunal le 28 novembre. Et la juge, après avoir entendu les accusations du procureur aux ordres de Macron, le procureur qui piétine la décision que le procureur du même tribunal avait déjà prise. La juge a dit qu'elle a besoin de 3 semaines de réflexion. 3 semaines pendant lesquelles, bien sûr, Macron n'a pas manqué de la mettre sous pression. Parce que c'est ce qu'il fait. Et il y a beaucoup d'affaires en France aujourd'hui. On se plaint de lui. L'Élysée qui se mêle des affaires judiciaires. Voilà qu'on vient donc hier, 19 décembre. Et ça, je tiens à être clair là-dessus. Et il y a des gens qui sont en train de mentir sur les réseaux sociaux. Et j'avertis un individu appelé Hervé Mahika. C'est un Congolais qui est un agent, une barbouze du néocolonialisme français. Cet individu a publié une fausse information sur le verdict qui a été donné hier. Il prétend qu'on aurait donné 8 mois de prison avec sursis à votre serviteur. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu un seul jour de prison qui a été donné hier. La juge dit que je dois donner 10 000 € d'amende à l'État français. La juge dit que je n'ai pas le droit d'être candidat aux élections en France pendant 3 ans. Voilà les 2 condamnations qui ont été prononcées hier. Si quelqu'un vous a dit autre chose, sachez que c'est un diffamateur. Et j'avertis ce monsieur d'Hervé Mahika qui cherche à avoir des problèmes avec moi. Je l'avertis de faire très attention. C'est lui qui a lancé la rumeur
selon laquelle j'aurais été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Personne ne m'a condamné à de la prison avec sursis en France. Si c'était le cas, j'aurais été le premier à dire, quand je suis sorti du tribunal, avec mes 5 avocats, j'aurais été le premier à vous en informer. Il n'y a pas eu de peine de prison. Mais concentrons-nous sur les 2 points de la condamnation. Premier point de la condamnation, je dois donner 10 000 € au Trésor public français. La question est la suivante. Le Trésor public français, Franklin Nyamsi lui a volé combien d'argent? Madame la juge prétend que j'ai pris de l'argent dans le compte de l'association pour mettre dans mon compte. Moi, je lui explique que l'association était la plateforme de recueil des dons. Le bénéficiaire des dons, c'est moi. À moi seul, là, les Africains ont donné 35 000 € en une semaine. Et j'ai publié un communiqué pour leur dire, c'est bon, arrêtez. Si j'avais voulu, j'aurais laissé les Africains m'auraient donné 1 million d'euros. Et je vais donner une réponse à Macron sur ce point. Ce soir, je vais lui donner une réponse. Ce soir. Et je sais quelle réponse je vais lui donner. Vous allez entendre la réponse. Et nous allons lui répondre ensemble. Vous comprenez? Ok. Puisque le crime que j'aurais commis, c'est d'être aimé par les Africains. Quand lui, il me déteste. Quand lui m'enlève 3 mois de paye pour que je me retrouve à la rue avec ma famille. Et que le peuple africain, lui, me donne le double pour que je sois encore plus confortable pour continuer le ministère de l'émancipation africaine. Comme c'est ça le crime, vous allez entendre comment je vais donc répondre à cela. Mais enfin, le problème, c'est pourquoi je dois donner 10 000 € à l'État français, alors que je n'ai pas soutiré 1 euro à l'État français. L'État français ne m'a pas donné de subvention. Pourquoi je dois prendre 10 000 de mes euros à moi? Ou, pour le dire autrement, 10 000 € que les Africains m'ont donné, pourquoi dois-je les prendre pour les donner à l'État français? Pourquoi? Est-ce que les Africains m'ont donné leur aide pour que je la verse à l'État français? Non. L'État français est-il à 10 000 € près? Mais s'il est à 10 000 € près, qu'il me demande gentiment, il ne faut pas qu'il arrache. Parce que arracher, c'est de l'extorsion, c'est du vol. Voilà pourquoi, avec mes avocats, nous sommes déterminés à ne pas donner cet argent à l'État français, parce que l'État français n'y a pas droit. Je n'ai pas détourné de l'argent public. Je n'ai même pas détourné de l'argent privé. Personne ne me reproche de lui avoir arraché 1 seul euro sur cette terre des hommes. Il est donc hors de question que nous payions cela à l'État français, car l'État français ne nous a rien donné d'équivalent pour que nous devions le lui rendre. On n'a aucune dette de ce point de vue envers lui. Voilà pourquoi nous avons fait appel. Nous irons en appel. Si en appel, on ne nous donne pas raison, nous irons en cassation. Si en cassation, on ne nous donne pas raison, nous irons jusqu'à la Cour européenne. Si à la Cour européenne, on ne nous donne pas raison, nous irons jusqu'à la Cour cosmique. Là, ça va dépasser le droit. Et l'affaire va uniquement être portée dans les cieux. Mais jamais je ne vais accepter que je doive donner 10 000 € à l'État français alors que je ne lui dois pas 10 000 €. Alors que l'argent qui m'a été donné a été publiquement donné et avec transparence par les Africains. Pour moi, ils m'ont donné plus de 35 000 €. Je ne vais pas prendre 10 000 dedans pour donner à l'État français. J'ai beaucoup de monde à aider en Afrique. J'ai beaucoup d'Africains en difficulté autour de moi. Je préfère partager ce que j'ai avec ceux qui sont dans le besoin, par l'État français, qui depuis 600 ans exploite impunément l'Afrique. Non, je ne donne pas. C'est ce que j'ai dit. Voilà pourquoi mes avocats et moi, nous avons introduit une procédure d'appel. L'appel a été fait le même jour, hier, 19 décembre. Nous avons le document de l'appel. Les avocats l'ont fait sortir, imprimé au greffe du tribunal. Donc, selon la justice, selon la loi française, quand tu fais appel d'une décision, elle est réputée être suspendue. Elle est suspendue jusqu'à ce que toutes les voies de recours soient entendues. Bon, ok. Maintenant, il y a la deuxième condamnation, le deuxième chef de condamnation que Madame la juge, pour faire plaisir à Emmanuel Macron, à travers son procureur, qui a violé l'article 40 de la procédure pénale. Elle dit, il est interdit à M. Nyamsi d'être élu à une fonction politique en France pendant 3 ans. C'est la chose la plus surprenante. Le procureur même lui disait, c'est interdit que je sois élu pendant 1 an. Mais la juge dit pendant 3 ans. C'est pour faire plaisir à qui? D'abord, premièrement, moi je suis citoyen français depuis 2 ans. Je n'ai jamais voulu être élu. D'abord, je n'ai jamais voulu être élu à une fonction politique en France. Pourquoi il tremble? Pourquoi il tremble? Je n'ai jamais voulu être élu à une fonction même de conseiller municipal. Même ça, je n'ai pas voulu. Je n'ai jamais voulu être député français. Je n'ai jamais demandé, même quand j'étais militant du Parti socialiste français, je n'ai jamais demandé à être inscrit dans les listes comme candidat. Jamais. J'ai été 10 ans militant du Parti socialiste et je n'ai jamais candidaté. Je vais vous dire la raison. Je n'ai pas envie. Plusieurs de mes amis ici en France, plusieurs fois m'ont demandé de me lancer dans une carrière politique et de gagner une circonscription. Il y a des circonscriptions favorables ici en France que je peux gagner. Les Français d'origine africaine qui sont à l'Assemblée nationale française sont des personnes intelligentes. Mais je ne pense pas qu'elles soient plus intelligentes nécessairement que moi. Et je ne pense pas que les personnes africaines qui sont à l'Assemblée nationale actuellement aient des qualités qui me manquent. En tout cas, j'estime que j'ai au moins les qualités de ceux qui sont députés en France aujourd'hui, quelle que soit d'ailleurs leur couleur. Je suis capable d'être député
français. Quant à M. Macron, si je voulais être président de la République française, je serais un meilleur président de la République française que lui. Si j'étais président de la République française, je serais un meilleur président de la République française que M. Macron. Son premier et son deuxième mandat sont des catastrophes totales incarnées. Il a tout raté. Il fait tout faux. Regardez comment ça se passe, sa visite à Mayotte. Il ose mettre sous chantage les citoyens français de Mayotte en leur demandant d'être contents d'être en France, alors que leurs maisons sont détruites par un cyclone et qu'on ne voit pas une débauche de moyens pour les aider qui serait comparable aux moyens qu'on a débauchés pour aider les Ukrainiens. Mais quelle est la différence entre les Français de Mayotte et les Ukrainiens, si ce n'est pas la couleur de peau? Et vous n'aimez pas qu'on dise la vérité. Tout le monde voit bien la discrimination, non? On a trouvé des millions et des milliards pour armer l'Ukraine, n'est-ce pas? Très facilement, on a accueilli les Ukrainiens en détresse. On les a intégrés dans toute l'Europe et on a dit qu'ils avaient les yeux bleus et la peau blanche, comme ceux qui sont considérés comme les citoyens naturels de ce continent. Oui ou non? Voilà un département, un territoire d'outre-mer français qui est balayé par un cyclone. Et on lance quoi? Un lien de collecte. Là, tout d'un coup, l'Union européenne, la France, toutes ces puissances européennes qui ont de l'argent pour acheter des armes et entretenir la guerre et mettre l'Europe en danger de conflits nucléaires, tous ces gens-là ne peuvent pas mettre en place un pont aérien massif sur le territoire administratif français de Mayotte, arraché par le colonialisme et le néocolonialisme aux Comores, parce que ça, c'est un autre contentieux dont on ne veut pas parler. Tout le monde voit très bien le 2 poids 2 mesures. Donc, moi, si j'avais envie de faire une carrière politique en France, je serais un meilleur président de la République française que M. Macron. M. Macron est un amateur. Il ne sait pas gouverner les hommes. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas se gouverner lui-même. Il n'est pas à la hauteur des enjeux de la République française au point où elle est parvenue aujourd'hui, c'est-à-dire dans la crise de son identité existentielle. M. Macron n'est pas à la hauteur. Il y a d'autres citoyennes, il y a d'autres citoyens français qui seraient tout aussi capables que moi d'être le meilleur président de la République française. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Et je ne veux pas les nommer ici. Mais je veux dire que moi, si je voulais être président de la République française, je serais un meilleur président de la République française pour les Français de toutes les origines et de toutes les couleurs que monsieur Macron. Le problème est que cela ne m'intéresse pas. Cela ne m'intéresse pas. Mais alors même que cela ne m'intéresse pas, monsieur Macron panique et instrumentalise la justice pour qu'on m'empêche d'être candidat à des élections sur les 3 prochaines années. C'est bizarre, hein? On est en 2025 pratiquement. On est en 2025 pratiquement. Quand il me met 3 ans de condamnation, c'est parce qu'il ne veut pas que je participe à l'élection présidentielle de 2027. Donc, dans les analyses politiques de l'Élysée, on a dit que parmi les Africains, citoyens français, je pourrais être quelqu'un qui va peser sur la future élection présidentielle. Pourquoi? Parce que je suis l'un des Africains les plus écoutés en France. Et parce que j'ai ma démarche qui consiste à appeler les Africains de France à faire valoir tous leurs droits en France. Oui, ma singularité, c'est que j'appelle les diasporas, j'appelle les Africains français à se faire respecter dans le droit français, dans le droit européen. Je ne suis pas dans une logique de clivage, je ne suis pas dans une logique de séparation raciale, je ne suis pas dans une logique de dichotomie, je suis dans une logique d'affirmation plénière de la personnalité africaine et dans le respect des personnalités de toutes les autres origines du monde. Donc du coup, je représente pour eux un vrai problème. Je ne suis pas raciste, je ne suis pas pour la séparation des communautés sur des bases raciales. Jamais je ne vais professer une telle idée. Mais je suis pour la souveraineté des peuples. Il est hors de question que la souveraineté des peuples africains ne soit pas respectée au motif qu'on voudrait faire le métissage des civilisations. Non. Mais les civilisations humaines sont par définition métisses en fait. Au sens où nous descendons tous de l'Homo sapiens sapiens. Et voilà pourquoi toutes les populations qu'il y a sur la Terre aujourd'hui peuvent faire des enfants entre elles. C'est parce qu'elles ont la même souche. C'est parce qu'elles ont une parenté grammaticale génétique de base. Nous sommes une espèce humaine avec des variations en son sein. Voilà la réalité. Moi, je fais donc une politique dans laquelle il n'est pas question d'exclure l'autre, mais de se faire respecter et de respecter l'autre. Donc, ils ont analysé mon profil à l'Élysée et ils ont estimé qu'il ne faut pas que je sois candidat à l'élection de 2027. Alors, je me suis dit, avec mes avocats, si ça les gêne que je sois capable d'être candidat à l'élection en 2027, qu'est-ce que ça serait alors si je suis candidat à l'élection en France en 2027? Qu'est-ce que ça va leur faire? Si je les bats au tribunal, à l'appel ou en cassation ou devant la Cour européenne et que l'inéligibilité qui a été prononcée hier par Madame la juge, instrumentalisée par la Macronie, si je les bats et que mon éligibilité est rétablie, mais
Pourquoi ne pas en 2027, en effet, pour défendre la respectabilité et la dignité des Africains de France, eh bien être candidat pour troubler les calculs de la Macronie? Pourquoi ne pas? Pour le moment, je pose légitimement cette question, mais je ne peux pas prendre une telle décision parce que je n'ai pas envie. Je vous avoue, je me suis consulté plusieurs fois. Plusieurs de mes amis français de toutes les couleurs m'ont souvent demandé de me lancer dans une carrière politique ici. Et à chaque fois que j'ai procédé à mon examen de conscience, j'ai trouvé que ce n'était pas mon rôle. Que mon rôle, tant que je serai citoyen français, est de participer ici, à partir d'ici, à tout ce qui peut décoloniser l'Afrique et décoloniser la France. Que mon rôle, c'était celui-là. Et que j'avais un travail à faire du côté de l'éducation populaire, de l'éveil citoyen. Voilà la réponse qu'à mon âme et conscience, j'ai toujours eu. Mais même si je ne suis pas engagé à vouloir être président de la République française, avec mes avocats, nous avons décidé de faire appel également de cette condamnation à une inéligibilité injustifiable. Je n'ai pas détourné l'argent français. Je n'ai volé l'argent de personne. Personne de particulier ne m'a porté plainte en disant, Monsieur Niamsi, je vous ai confié mon argent et vous en avez fait un autre usage. Personne. Il est donc hors de question que je laisse mes droits civiques en tant que citoyen français être ternis par une condamnation inique. Elle aussi, avec mes avocats, nous l'avons attaqué hier. Et dès lors que l'affaire n'a pas été convoquée en appel, cette condamnation est réputée non valable. Ayant fait appel des deux chefs de condamnation, 10 000 € d'amende et 3 années d'inéligibilité, ils sont suspendus. Et l'homme qui est présent devant vous à cet instant précis est judiciairement vierge. L'affaire doit être jugée en appel. Si en appel, on tentait de maintenir les réquisitions, nous irions en cassation. Si en cassation, on tentait de maintenir les réquisitions, nous irions dans ces conditions-là à la Cour européenne. Si la Cour européenne maintenait les réquisitions, nous maintiendrons le cas devant le tribunal cosmique, où, de toutes les façons, nous avons déjà gagné et nous allons gagner, car la cause que nous défendons est juste et elle est vraie. Alors, mes chers amis, je voulais commencer d'abord par vous rassurer, parce que beaucoup d'entre vous pouvaient avoir rencontré l'information tordue par mes ennemis. Pour tout ce qui me concerne, venez sur mes plateformes savoir ce qu'il en est. Ne vous laissez pas dire qui je suis sans avoir écouté ce que j'ai dit de ce que je suis et de ce que je fais. Je lis vos commentaires et s'il y a des questions pertinentes qui méritent éclaircissement de ma part, je ne manquerai pas d'y répondre, car j'ai un devoir de vérité, de transparence, d'équité envers vous. On m'en veut donc au total en France parce que vous m'aimez. Or, le dicton ivoirien dit qu'il n'y a rien dans jalousie. On m'en veut en France parce que quand Macron m'enlève mes salaires, les Africains m'en donnent le double. On me déteste en France, du moins au niveau de l'élite corrompue de cette République, parce que lorsqu'on veut me punir, on provoque une levée de boucliers de plus en plus nombreuses en ma faveur. On m'en veut en France parce que même ceux qui croyaient que j'étais quelqu'un qui serait au service d'une quelconque puissance étrangère contre la France se sont rendus compte que c'est faux et ils se sont rendus compte qu'en fait je suis un serviteur de la vérité et de la justice. Mes amis et frères françaises et français de peau blanche qui ont pu se laisser intoxiquer un temps soit peu et quand ils prennent la peine d'écouter les causes que je défends, reviennent pour les plus humbles et sincères d'entre eux me dire en vérité, ce que tu demandes, c'est exactement ce que De Gaulle demanda pour la France. Ce que tu demandes pour l'Afrique, c'est exactement ce que De Gaulle demanda pour la France. Comment un Français cultivé, qui sait dans quelles conditions la Ve République est née, peut-il récuser le droit des Africains à voir partir toutes les troupes françaises de leur sol, alors que c'est cela même qui a été la bataille première de la résistance française? Comment un Français vivant dans cette Ve République, né sous le magistère de De Gaulle, peut ne pas comprendre les Africains quand ils ne veulent plus de la monnaie coloniale du CFA sur leur sol, alors que De Gaulle a refusé que la France reste une colonie américaine et qu'elle soit sous la suprématie du dollar? Comment une Française et un Français normalement cultivés peuvent-ils ne pas comprendre la revendication africaine du droit des peuples africains de choisir leurs dirigeants eux-mêmes, alors même que la Ve République est née en France de la volonté du général De Gaulle et de ses compagnons de s'affranchir même de la tutelle de l'OTAN? De Gaulle eut même le courage de sortir la France de l'OTAN pour affirmer la souveraineté française. Comment une Française et un Français qui ont du respect pour la Ve République française peuvent-ils ne pas comprendre le droit des Africains de promouvoir leur civilisation, alors que l'une des plus grandes et admirables institutions de la République française pour le peuple français, c'est l'Académie française, une institution qui préserve la belle langue française et qui l'accompagne dans la valse des siècles? Comment une Française et un Français dûment cultivés ne comprendraient-ils pas que le docteur
Nyamsi wa Cameroun wa Africa se battent pour l'africanophonie, l'enracinement des institutions africaines dans la tradition. Voilà les 4 causes de votre serviteur. Si vous placez sur ces causes l'équerre de la justice et le compas de la vérité, si vous y mettez le bâton was de la maths, vous retrouvez que tout est juste et parfait. Qu'est-ce que Nyamsi wa Cameroun wa Africa demande-t-il pour l'Afrique? Qui ne soit légitime aux yeux d'un être humain normalement constitué. Rien. Je ne demande que ce que tout être humain normalement constitué demande pour sa communauté humaine. Je ne demande rien de plus. Je ne suis même pas un suprémaciste noir. Je ne suis pas engagé dans une logique de faire dominer le monde par l'Afrique. Non, je ne suis pas raciste. Je n'ai aucune préférence pour un être humain en raison de la couleur de sa peau. Je suis incapable de juger de la valeur humaine par un critère biologique. J'en suis incapable. Cela m'est impossible mentalement, physiologiquement, charnellement et biologiquement. Et je suis connu dans mon pays natal comme un anti-tribaliste notoire. Je n'ai jamais de près ou de loin pactisé avec le moindre système de pensée qui consiste à exclure des gens parce qu'ils ne sont pas de la bonne région, ils ne sont pas de la bonne religion, ils ne sont pas de la bonne éthique. Jamais je ne ferai ça. Voilà la pureté de mon engagement. Et certains d'entre vous m'avaient demandé, certains sont venus à Rouen. Il y avait beaucoup d'Africaines et d'Africains, des Comoriens, des Ivoiriens, des Camerounais, des Gabonais, des Centrafricains, des Tchadiens, des Belges, des Français, des Anglais. Beaucoup sont venus. Des Africains de toute origine, des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens sont venus. Et la question que j'entends de la bouche de beaucoup de personnes, c'est « Mais qu'est-ce qui fait votre force ?» Bon, les gens posent cette question comme à la recherche d'une potion magique. Et je leur dis, c'est très simple, ma force, c'est que en mon âme et conscience, à chaque instant, dédié à notre Seigneur, je considère que tant que je me bats pour ce qui est juste et vrai, ma vie a un sens et elle vaut la peine d'être vécue. Il n'y a pas d'autre secret que l'état de conscience dans lequel tu installes ton âme. Dès lors que le centre de ton être se rapproche du centre de l'être des êtres, par un effort, tu ne peux pas être parfait, mais un effort de servir les valeurs éternelles de la vie. Ta vie est justifiée à chaque instant. Et comme j'ai confiance dans ce service de la vérité, de la justice et de la solidarité humaine, cette confiance-là, je la partage avec les autres. Les autres ressentent naturellement cette confiance en moi. Oui, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui soient capables d'appeler au secours l'Afrique mondiale et d'obtenir en 7 jours 35 000 € donnés sur leur nom. Mais en fait, c'est l'amour que je partage avec les Africains, que les Africains me rendent du mieux qu'ils peuvent. Il n'y a pas de secret dans cette affaire. Si tu aimes vraiment les gens, si tu offres à ton peuple le meilleur de toi-même, tu recevras au centuple qui que tu sois. Si tu offres à ceux qui t'entourent le meilleur de toi-même, tu recevras au centuple qui que tu sois. Et parce que tu reçois au centuple, tu seras capable de donner au centuple et tu recevras au miltuple. Et parce que tu reçois au miltuple, tu seras capable de donner au miltuple et tu recevras au milliontuple. Et parce que tu donneras au milliontuple, tu seras capable de recevoir au milliarduple et tu donneras au milliarduple. C'est la loi de la vie infinie, dans la ressemblance de notre tout-puissant Créateur, Maître de nos vies. Toujours s'efforcer, malgré nos péchés, nos faiblesses, de lui ressembler, de s'approcher d'un idéal, de notre conscience, de s'approcher de l'idéal du Dieu de notre conscience, dont nous savons qu'il est le maître absolu, dont nous savons qu'il est le souverain, dont nous savons qu'il est l'alpha et l'oméga de tout ce qui existe, et par rapport auquel M. Macron est une virgule dans le néant. Voilà la dimension dans laquelle, personnellement, je suis installé. C'est ça ma dimension. Ma prière de tous les jours est que je ne perde pas confiance en cette dimension, que je ne perde pas ce contact intérieur à ma sincérité, que je ne perde pas ce contact intérieur à l'être qui m'a créé, que je ne perde pas ce contact intérieur à la clarté de mon combat, que les nombreuses tentations de la vie ne m'écartent pas de l'essentiel de mon engagement. Voilà, je le dis souvent aux gens. Ah, il y a des gens qui pensent, ah, peut-être que son secret est dans son bâton là. Le was, il n'y a rien. Le was est un symbole. Le was est un symbole. C'est celui qui comprend ce que ceci veut dire, qui peut s'en servir utilement. Un symbole est quelque chose qui se comprend et il ne peut s'utiliser que par celui qui l'a compris. Une fois que tu as compris le symbole fait partie de ta vie. Moi, je ne possède pas un objet fétiche. Je vous le dis, vous pourrez me voir avec n'importe quel objet. Ce sont des symboles. Je n'ai pas de fétiche. Je le dis sur la tête de toute ma famille. Je n'ai pas de fétiche. Je n'ai pas un objet sur lequel je compte en disant que, ah, comme je porte telle bague, ah, comme je porte ceci, oh, mon was,
quand je tiens ça, rien ne peut m'arriver. Ce n'est pas ça. La plus grande des protections, mes chers amis, c'est la présence de notre Dieu dans notre conscience. Je recommence une deuxième fois. La plus grande des protections qu'on puisse avoir dans l'univers, c'est la présence de la vibration créatrice divine au centre de notre conscience. Même quand notre conscience est obscurcie par la colère, par l'ignorance, elle est obscurcie par la misère, elle est obscurcie par la rancœur, quand notre conscience est obscurcie par les difficultés de la vie quotidienne. Il faut que même sous la forme d'une misérable frêle lumière, brille toujours en nous la confiance en l'être qui nous a créés. Il faut qu'au plus profond de notre âme, nous soyons en permanence en prière. Et ça suffit pour vivre. Ça suffit pour mourir. Ça suffit pour avoir vécu. Car de toutes les façons, tu auras intensément vécu ta vie. Voilà le témoignage que j'apporte aux gens qui me posent cette question. Et je leur dis, ne vous attendez pas à ce que, je ne sais pas, je dois avoir une formule que je vais vous enseigner. Quand vous dites ça, brrr, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le miracle, c'est d'être véritablement un homme, une femme de foi. C'est ça le miracle de chaque instant. Tant que tu ne perds pas ta foi, tu n'es jamais perdu. Tant que tu ne perds pas ta foi, tu n'es jamais perdu. Tu as ta boussole qui travaille en toi. Et c'est à cette boussole qu'il faut se fier. Dans les tourments de la vie, ton lien intime avec ton Créateur, tu dois le maintenir même quand tu es dans la poubelle. Tu dois le maintenir au lieu de tomber dans les mauvais enseignements de ce matérialisme mondial ambiant qui nous coupe des sources de la création. Nous devons constamment rechercher un contact avec cette dimension. Une fois que vous avez le contact avec la dimension, même quand vous êtes de mauvaise humeur, la dimension vous aide à vous réparer. Vous pouvez toujours retrouver la dimension. Elle est dans votre méditation de tous les jours. Elle est dans votre prière de tous les jours. Elle est dans votre humilité de corriger, de vous reprendre, de vous relever, de toujours essayer, malgré vos défauts, de faire mieux. La présence est là. Faites-lui confiance à celui qui nous a créés. Pas à Ouattara Dramane. C'est pas un homme qui est la garantie d'un homme. La seule garantie qu'un homme puisse avoir, c'est de demeurer en contact, quel que soit ce qui lui arrive, avec celui qui nous a tous créés. Bon, ça, c'était la première partie de mon intervention. Je voulais vous rendre à nouveau compte de tout cela. J'ai vu qu'il y a de la désinformation qui essaie de circuler. Oh, on lui a collé des mois de prison, etc. Si on m'avait collé des mois de prison, je vous aurais informé de ça. Dans un combat pour émanciper un continent, si tu as peur de la prison, tu n'es pas digne de ce combat. Tu dois avoir peur de la trahison, pas de la prison. Si tu as peur même de la mort, parce que tu es humain, n'oublie pas que si tu as trop peur de la mort, tu humilies ton Dieu qui t'a créé. Parce que tu voudrais quelque part lui dire que tu n'as pas confiance, que lui, il sait comment tu vivras toujours. Que tu aies peur de la mort, c'est humain, parce que nous sommes de chair. Mais que tu crois en cette peur, c'est déjà une limite pour toi-même. Car croire en cette peur, qui est une peur charnelle, humaine, compréhensible, c'est se couper de la confiance en notre Créateur. Donc, même quand notre faiblesse humaine nous incite à être paralysés par la peur pour notre chair, nous devons toujours nous efforcer en nous-mêmes de mettre au-dessus la foi en la vérité, en la justice, en l'amour sublime qui nous guide. Voilà les opérations intérieures que les Africaines et les Africains doivent cultiver. Voilà les travaux profonds à partir desquels une personnalité peut s'équilibrer et combattre le bon combat. Alors, comment je vais répondre donc à M. Macron? Mais écoutez, il me reproche d'être soutenu par les Africains et là, j'entre dans une bataille qui va, sur pratiquement 3 ou 4 procès, me conduire sans doute vers la Cour européenne des droits de l'homme. Je vais donc, avec la permission et le soutien des Africains, organiser des collectes de dons exemplaires. Et nous mettrons M. Macron au défi de mettre la main sur ces dons et de nous condamner encore parce qu'on nous a donné. Là où nous sommes là, nous avons au moins 4 affaires en route vers les instances supérieures des tribunaux. Nous aurons à nous déplacer pour les conférences de l'Institut de l'Afrique des libertés à travers le monde. Nous allons donc mettre en place une plateforme qui ne dépendra pas de M. Macron, sur laquelle les Africains du monde entier qui le désirent pourront soutenir notre association basée à Bamako au Mali, l'Institut de l'Afrique des libertés. Les modalités pour participer à cette collecte de dons vous seront précisées. Monsieur Macron n'y pourra rien et l'État français n'en prendra pas un copec. Voilà la première réponse que nous allons lui apporter. Nous allons organiser des collectes de dons spectaculaires pour lui montrer que les Africains n'ont pas peur de montrer qu'ils s'aiment entre eux et qu'ils se soutiennent. Ça, c'est un. On va faire ça et il va voir. Je rappelle que quand en 2021, j'ai appelé à des dons, c'est moi qui ai publié un communiqué pour dire aux Africains, c'est bon, nous avons atteint l'objectif. La première fois, j'avais demandé 10 000 euros aux Africains, ils m'en ont donné 12 000 en 2 jours. Le deuxième jour, j'ai publié un communiqué pour dire objectif atteint, objectif atteint. Merci beaucoup, les objectifs seront atteints. La deuxième fois, j'ai demandé des dons aux Africains
j'avais demandé 15 000 euros. Les Africains ont donné 23 000. J'ai encore publié un communiqué pour dire c'est bon, d'accord? C'est parce que M. Macron a découvert que les Africains m'aiment et que les Africains sont capables d'être solidaires quand ils savent que celui auquel ils ont affaire est vraiment engagé pour eux, qu'il a décidé de tout faire pour en profiter lui aussi. Ça ne va pas arriver. Nous allons prendre des dispositions pour que les dons qui concernent l'activité militante et l'engagement de votre serviteur ne soient plus jamais dans les fourches codines de la Macronie. Est-ce que c'est clair? Et lui aussi va prendre ça comme ça va passer devant lui comme ça. Il va voir ça passer comme ça sur Facebook. Il va voir ça passer comme ça. Fia! Nous allons lui montrer que le monde multipolaire existe. Et c'est pas lui le patron du monde multipolaire. Lui, le président de la République française, ne peut pas empêcher les Africains d'aider qui ils veulent. Est-ce que c'est clair? Il ne peut pas empêcher les Africains d'aider qui ils veulent. Écrivez ça. Voilà. Ça, c'est la réponse que je vais apporter à cette affaire dans les prochains jours. Nous sommes en train d'élaborer avec les collègues de l'Institut la plateforme qui vous permettra très librement et tranquillement de nous acheminer tous les dons que vous estimez pouvoir nous acheminer pour mener la bataille de notre institut dont je vous ai déjà présenté les 4 axes. Mais également le travail pédagogique qui va s'accélérer, notamment parce que nous allons mettre en ligne une série de 150 cours de citoyenneté africaine. Nous allons publier une série de 150 cours de citoyenneté africaine de 15-20 minutes en moyenne sur le grand site de l'Institut de l'Afrique des Libertés et la plateforme de l'Université Libre où vous pourrez vous inscrire pour écouter ces cours. Nous passons à la vitesse supérieure. On veut nous prendre en ça ne fait rien. Nous allons montrer. On ne peut pas nous prendre en ça ne fait rien. On ne peut pas avoir peur que je sois président de la République française et penser que je vais en manquer des moyens. Si on pense que je peux être président de la République française, c'est qu'on sait que j'ai un potentiel. Le Tout-Puissant, nos ancêtres angélisés, nos parents, nos maîtres ne nous ont pas formés en vain. Nos amis, les puissances africaines émergentes ne nous apprécient pas en vain. Les Africaines et les Africains du monde entier ne nous apprécient pas en vain. Nous allons le montrer d'une manière plus affirmée en 2027. Bon. Notre carrière politique véritable, elle est en Afrique de toutes les façons. Notre carrière proprement politique, elle est en Afrique. Elle a commencé depuis plusieurs années comme conseiller politique. Elle se poursuivra sous d'autres formes. Mais il y a une forme qui sera maintenue. Nous sommes dédiés à l'éveil des consciences. Nous sommes un enseignant dans l'âme. La seule activité que j'exercerai jusqu'à ma mort, c'est enseigner. J'enseignerai toujours. Même après les retraites formelles des administrations d'enseignement classique, j'enseignerai toujours. Donc, je suis quelqu'un qui est profondément convaincu que jamais de sa vie il ne va s'ennuyer. Je suis dans le monde depuis 52 ans, bientôt 53 plein en mars 2025. Je vous avoue une chose, je ne me suis jamais ennuyé depuis que je suis sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai toujours à apprendre. J'ai toujours quelque chose à apprendre. Je ne m'ennuie jamais, jamais, jamais je n'ai dit à quelqu'un « Oh, ce matin, je ne sais pas quoi faire ». J'ai tellement de choses à faire que j'ai l'impression qu'une journée de 24 heures ne suffit pas, mes chers. Et j'aimerais que chacune de nos vies, vos vies, vous tous qui êtes là, soit comme cela. Que vous vous rendiez compte que chaque minute est précieuse. Même quand vous vous allongez sur votre canapé pour récupérer, c'est un moment précieux. Quand vous dormez, c'est précieux. Quand vous avez du temps pour lire un bon livre, c'est précieux. Du temps pour vous occuper des membres de votre famille, c'est précieux. Vous avez du temps pour sortir, rencontrer les personnes, c'est précieux. Chaque instant de nos vies est une chance. Chaque instant de nos vies est une chance. On ne peut pas s'ennuyer. L'ennui est un signe, je regrette, l'ennui est un signe d'inintelligence. Quand tu ne penses pas assez, que tu t'ennuies sur la terre. Quand tu penses assez, tu te rends compte qu'une journée de 24 heures, non. Tu te demandes comment c'est même possible que les journées sur la terre ne soient que de 24 heures. Nous ne sommes que des hommes. Nous sommes encadrés par les limites biologiques, psychologiques, les limites sociales, économiques, politiques, c'est vrai. Mais la forme humaine qui nous a été accordée nous donne tellement d'opportunités. Si nous prenons la peine de méditer, de réfléchir, nous ne nous ennuierons jamais. Et moi qui ai la chance d'avoir la compagnie, en plus d'êtres que j'aime, mais de ceux-là qui sont derrière moi, que vous voyez là, les livres. Comment tu peux t'ennuyer alors que tu peux toujours apprendre? Comment tu peux même t'ennuyer alors que tu peux toujours apprendre? C'est ça la question. Quand tu as un nouveau livre, quelque part, ça veut dire que tu as du temps nouveau à vivre. Un bon nouveau livre, c'est du temps nouveau à vivre. Comment tu t'ennuies? Tu t'ennuies pourquoi? Si tu t'ennuies, c'est parce que tu es paresseux. Si tu t'ennuies, c'est parce que tu souffres d'inintelligence. Tu ne comprends pas ce que tu fais là. C'est cela la source de ton ennui. C'est cela la source de ton ennui. Hein? Voilà. Maintenant, passons à la deuxième partie de mon propos. La première partie était un rappel sur l'affaire et une manière de tordre le cou à la désinformation qui veut circuler. Certains se sont mis à partager. Ils ont pris un article du journal Paris-Normandie. Ils ont changé une partie de cet article pour dire que j'ai été condamné, soi-disant, à 8 mois de prison avec sursis. Je sais qu'ils sont pressés. J'ai entendu M. Ouattara dans mon téléphone rouge. Et dimanche, je vais lui donner la parole pour dire ce qu'il pense. Oui, M. Ouattara est dans un état de fureur totale contre la justice française. Pourquoi il n'est pas menotté? Comment il ressort du tribunal? Il fait une conférence de presse sur les marches du tribunal. Mais Emmanuel Macron n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Ah non, 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 non. Mais ce Franklin Nyamsi, si c'est moi qui l'avais à Abidjan ici. Mais
je vais lui donner la parole dimanche, Ouattara. Il est très en colère. Il est très en colère. Et ce sont leurs officines qui sont pressées de m'attribuer une peine de prison. Mais M. Ouattara devrait s'occuper du bracelet électronique de son ami Sarkozy. Sarkozy qui, lui, il a volé 50 millions de dollars libyens. Hein? On lui donne seulement 1 an de prison ferme. Un voleur gros grain comme ça. Hein? Sarkozy, c'est un voleur gros grain. On lui donne 1 an de prison ferme. Toutes les truanderies que ce monsieur a faites ici en France, 1 an de prison ferme. Et c'est sur moi qu'ils viennent essayer de crier, on lui a donné 8 mois, on lui a donné 8 mois. Même si on me donne perpétuité, je serai toujours un grand type. Mandela a fait combien pour nous? Mandela a fait combien d'années en prison pour nous? 27 ans. Et c'est le plus grand Sud-Africain de tous les temps. Pourtant, il a passé presque tout le temps de sa vie, il a passé en prison. Il est le plus grand Sud-Africain de tous les temps. Nelson Mandela. Pourtant, il a passé presque toute sa vie en prison. Quand l'étoile de quelqu'un brille, tu ne peux pas l'éteindre. Et une grande étoile, elle est brillante même en prison. Moi, je fais partie de ces Africains qui ont étudié la situation de l'Afrique, qui ont étudié la situation des grands héros, des grandes figures de l'histoire de l'Afrique avant de m'engager. Je sais que quand vous vous engagez pour émanciper le peuple africain, vous vous engagez aussi à subir les pressions les plus lourdes. J'avais une conversation tout à l'heure avec un de mes beaux et je lui expliquais que quand on s'engage pour émanciper sa communauté, les forces ténébreuses qui exploitent la communauté, qui dominent la communauté, se mettent aussitôt en mouvement contre toi. Plus tu veux le bien des tiens, plus tu vas devoir affronter les forces du mal qui vivent du bien, vivent de détruire le bien des tiens. Donc, l'engagement pour une société libre, prospère, fraternelle, égalitaire, souveraine africaine, ce n'est pas une petite chose. Hein. Il faut vraiment choisir de vivre libre, de se battre pour cette liberté et il faut savoir que ce ne sera pas facile. Tu dois mener le combat en sachant que le combat est nécessaire. Hein. S'il n'y a pas de combat, il faut en réalité que tu soupçonnes que tu t'es trompé de route. Hein. Il y a une image qui circule sur Internet ces derniers temps. C'est le problème du rapport entre l'homme et le mal, l'homme et le diable. Il y a un homme qui est sur un guidon, il est en train de pédaler dans une certaine direction et Satan est assis exactement sur le guidon. Satan regarde dans la même direction que le monsieur. Donc quand le monsieur pédale, c'est facile. Hein, il se sent à l'aise. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que quand c'est facile, c'est parce qu'en fait, tu es en train d'aller dans la même direction que le diable. C'est jamais facile. Éveiller une communauté, libérer une communauté, installer un peuple souverain, faire fonctionner un État, construire un pays, former une jeunesse, transmettre une espérance, éveiller les intelligences. C'est un combat. La vie est un combat. Il faut réussir à y trouver de la joie. Mais jamais il ne faut s'installer dans l'illusion qu'un jour ça va être facile. Ça ne sera jamais facile. La vie est un combat. Et dans ce combat, il y a des hauts et des bas. Il y a des joies et des peines. Mais il faut savoir que la vie, elle, est un combat. Quand tu ne combats plus, tu ne vis plus. Tu sous-vis, tu survis, tu dévis. Quand tu te rends compte que dans ta vie, tu n'as aucun obstacle, il faut savoir que tu as dévié et que tu es en train d'être guidé par des forces ténébreuses. Quand tu as affaire au mal, le mal se dresse contre toi, le mal se dresse en toi, tu luttes. Et c'est en triomphant, en dominant le mal que tu progresses. Mais quand tu ne vois pas d'obstacle, quand il n'y a rien qui s'oppose à ce que tu fais, sache que tu as choisi un chemin de facilité et que tu vas en réalité vers un malheur immaîtrisé de plus grande taille. Donc, ne soyez pas pressés. Oh, on l'a condamné à de la prison. Attendez, quand ce serait le cas, on vous le dira. Quand ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de fabriquer. Faites pas comme Ouattara Draman. Ah non, ce Macron, je ne peux pas le comprendre. Hein. Il n'est pas ferme avec ces gens-là. Ces panafricains là. Il devrait les punir tous, hein, sans pitié. Ce Franklin Yamsi, je lui fous une perpétuité. Ah non, si, de toutes les façons, je lui fous même pas une perpétuité, je rétablis la peine de mort. D'ailleurs, il sera mort avant que je rétablisse la peine de mort. Ce voyou-là. Ça, c'est Ouattara. Et c'est comme ça que ses partisans parlent. Et tous les petits démons qui sont nourris par le néocolonialisme français et qui empuantissent les réseaux sociaux africains, c'est comme ça qu'ils pensent. Ils ne savent avoir raison qu'en tuant les autres. Et ils n'ont jamais raison dans un duel d'argument à argument, vis-à-vis. Ce sont des lâches. Ce sont des lâches. Les ennemis de l'Afrique sont souvent des gens profondément lâches, profondément lâches. Bon, voilà, j'en ai fini avec la première partie de mon exposé et j'ai largement atteint mes objectifs. Je passe à la deuxième partie. Bon, il y a une bataille extraordinaire qui est en cours et nous devons tous en prendre conscience. Cette bataille oppose, pour ce qui est de l'Afrique, entre guillemets dite francophone, deux grands blocs. L'Afrique des libertés d'un côté et de l'autre côté, la France-Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique des libertés? J'entends par là l'ensemble des mouvements souverainistes, panafricanistes, qui se battent pour le quadruple programme que vous connaissez. Retrait total des troupes coloniales, néocoloniales, eh bien, étrangères du sol africain, fin de la monnaie néocoloniale du CFA, suppression de cette monnaie, fin de l'immission des puissances étrangères dans la
désignation des dirigeants africains et renaissance culturelle, résurrection de la civilisation négro-africaine comme source d'inspiration des institutions. Vous connaissez le programme. Tous les mouvements panafricanistes, tous les mouvements politiques, tous les leaders politiques, les militants, les activistes, les intellectuels, les acteurs de la vie civile qui partagent ces 4 objectifs appartiennent à ce que j'appelle l'Afrique des libertés. Voilà la définition du concept. Cette Afrique des libertés est confrontée au grand bloc France-africain. La France-Afrique, c'est la mafia mise en place par De Gaulle et Focard qui consiste à imposer à la tête des pays africains des dirigeants africains corrompus par le colonialisme, le néocolonialisme français, qui gouvernent par la violence, par le vol, par le mensonge et par la ruse dans les pays africains et qui sont en retour la garantie de l'exploitation tous azimuts des richesses de l'Afrique par le néocolonialisme, par le capital d'État français. Et cela depuis les fameux accords de coopération qui étaient en réalité des accords de prédation des années 50-60 jusqu'à 70. Voilà les 2 camps qui sont en face. Et vous devez imaginer à cet instant les 2 camps comme 2 grandes armées qui s'affrontent dans une plaine, la plaine du monde. D'un côté, la grande armée de l'Afrique des libertés et de l'autre côté, la grande armée de la France-Afrique. Maintenant, je vais décrire le front, la ligne de front entre ces 2 grandes armées. Sur quel terrain l'affrontement a-t-il lieu? Le premier terrain sur lequel l'affrontement a lieu est un terrain très caché. C'est le terrain spirituel. La France-Afrique aimerait pouvoir contrôler le mental, l'esprit, la pensée des leaders africains, que ce soit les leaders économiques, les leaders politiques, les leaders religieux, les leaders, etc. Pendant très longtemps, elle a instrumentalisé l'Église catholique, l'Église protestante, instrumentalisé l'islam, elle a instrumentalisé la franc-maçonnerie, instrumentalisé la Rose-Croix, instrumentalisé comment ils appellent encore ça? J'aime bien citer également. Instrumentalisé le Lions Club, instrumentalisé les organisations humanitaires de toutes sortes, instrumentalisé les organisations de droits de l'homme pour essayer de contrôler la pensée des élites africaines et leur imposer de participer à la prédation de leur peuple en faveur des multinationales, françaises et occidentales. Sur ce terrain, la France-Afrique est en train de perdre la bataille parce que les Africains affirment la primauté de leur africanité traditionnelle sur tous leurs engagements. Quand les Africains sont musulmans et disent « je suis musulman mais africain » ou plutôt « je suis africain musulman », quand ils sont chrétiens, je suis africain chrétien. Quand ils sont francs-maçons, je suis africain franc-maçon. Ils sont rosicruciens, je suis africain rosicrucien. Ils sont les gens de droits de l'homme, je suis africain militant des droits de l'homme. Ils sont socialistes, je suis africain socialiste. Ce qu'on est en train d'observer dans le continent, c'est le retour en fierté du thème africain dans toutes les congrégations de l'esprit. Je vous en informe. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais en fait, l'une des raisons de la dégringolade du néocolonialisme français, c'est que les élites africaines ne prennent plus leurs ordres dans les différentes sphères de contrôle de la pensée spirituelle et de la religion. La religion en Afrique est contrôlée par les puissances du Moyen-Orient, les puissances d'Occident, n'est-ce pas? L'essentiel des lieux saints des grandes religions africaines est situé entre le Moyen-Orient, c'est-à-dire la Mecque, Jérusalem, et Rome, donc entre le Moyen-Orient et l'Occident. Se trouvent tous les centres à partir desquels l'influence spirituelle est étendue sur l'Afrique, n'est-ce pas? Mais tous ces centres-là sont en train d'être décentrés. Les Africains ont beau être musulmans, ils sont d'abord africains même. Ils sont de plus en plus nombreux à affirmer que on est d'abord africains. C'est à partir de notre africanité que nous allons vers l'islam. Ce n'est pas à partir de l'islam que nous allons vers l'africanité, mais de l'africanité vers l'islam. Parce que nous sommes africains. Avant que la religion musulmane ne vienne, nos ancêtres étaient et ils vivaient et ils priaient Dieu. Les chrétiens africains disent nous sommes africains. C'est à partir de notre africanité que nous sommes chrétiens. Avant que Jésus ne soit connu dans l'histoire de l'homme, la civilisation négro-africaine existait. Attention, nous sommes africains. À l'intérieur des loges maçonniques, rosicruciennes, des clubs, à l'intérieur des organisations des droits humains, à l'intérieur des ONG, des associations, la même dichotomie s'affirme. Les Africains ne veulent plus prendre leurs instructions de puissance qui ne respectent pas la souveraineté africaine. J'appelle donc cela le front spirituel. C'est un front que beaucoup d'entre vous, vous ne voyez pas. Si vous vous contentez de pratiquer une religion ou de ne pas en pratiquer une, vous ne voyez pas ce front. C'est un front décisif, le terrain de la souveraineté spirituelle. Sur ce front, les Africains sont en train de prendre leurs responsabilités à tous les niveaux. Je vous en informe. Et ce que vous voyez dans la journée a lieu dans la nuit. Ce que vous voyez le jour là a lieu dans la nuit. Le combat pour la souveraineté dans la journée que vous voyez là, il a lieu la nuit aussi. Les Africains, à tous les niveaux d'échelle, sont en train de récupérer leur souveraineté. Et voilà pourquoi je vous invite à méditer sur l'idée que l'Afrique est la terre sainte de tous les Africains.
Pour les Africains qui sont dans cette vibration à laquelle je vous invite, notre terre sainte, nous Africains, c'est d'abord chez nous, l'Afrique. En tout cas, moi, Nyamsi Wa Cameroun, Wa Afrique, qui vous parle là, ma terre sainte, c'est l'Afrique. C'est d'abord l'Afrique. Parce que je suis africain et que j'ai compris que Dieu veut que je l'adore à partir de mon africanité. Dieu ne me dit pas de renier mes parents. Il ne me dit pas de renier mes ancêtres. Et il me dit de vivre quelques religions que j'ai choisies en étant fidèle à tous ceux qui m'ont transmis la vie et qui lui ont été fidèles. Car c'est par la lignée que nous remontons tous vers lui. Donc sachez que de plus en plus d'Africains sont en train de resacraliser la terre africaine. Parce que l'une des raisons pour lesquelles notre terre est l'objet de la prédation de nombreuses autres civilisations, c'est que nous avons accepté que notre terre n'était pas sainte et qu'étaient saintes les terres des autres. Nous devons redonner à notre terre le statut sacré. Si l'armée malienne se bat aujourd'hui, c'est parce que la terre malienne est sacrée pour défendre cette terre. Si l'armée burkinabé se bat, c'est parce que la terre burkinabé est sacrée. Si l'armée nigérienne se bat, c'est parce que la terre nigérienne est sacrée. Si les Africains se battent pour leur souveraineté, c'est parce qu'ils considèrent leur terre comme sacrée. Tout Africain doit considérer l'Afrique comme sa première terre sainte. Or, il y a encore des millions, que dis-je, des milliards d'Africains qui ne sont pas encore dans cet état d'esprit, de considérer que notre terre sainte, nous Africains, c'est l'Afrique. Donc c'est un combat, parce que les adversaires, ceux qui veulent dominer spirituellement les Africains, continuent à leur imposer, marteler dans la tête que la terre sainte, c'est la terre des autres, pas la leur. Et tant que il y aura encore une écrasante majorité d'Africains qui sanctifient prioritairement la terre des autres avant leur propre terre, nous ne serons pas spirituellement souverains. Nous serons dominés sur le front spirituel par toutes les structures néocolonialistes, impérialistes, orientales et occidentales. Écrivez ça. Alors, Africaine, Africain qui m'écoute ce soir, prends ton miroir et regarde-toi. L'Afrique est-elle ta terre sainte? La terre de tes ancêtres est-elle ta terre sainte? Si ce n'est pas le cas, reconnais humblement que tu n'es pas encore spirituellement libéré. Tu peux considérer la terre du Moyen-Orient comme sainte. Tu peux considérer la terre du Vatican comme sainte. Tu peux considérer la terre du Tibet comme sainte, mais à condition que tu aies commencé par sanctifier ta propre terre, celle où le Tout-Puissant a voulu que naissent tes parents et que tu naisses. Et Amewa, si tu ne te respectes pas toi-même, ne t'attends pas à ce qu'on te respecte ici dehors. Upside et débat. Mbegre yebe, disent les Bassa. Le dehors est mauvais. Le dehors, si que vous voyez, est mauvais. Si tu ne te respectes pas, ne t'étonne pas qu'on ne te respecte pas. Si ta terre n'est pas sainte, ne t'étonne pas que celui qui considère que c'est sa terre qui est sainte trouve que toi tu es impur et que tu lui es inférieur. Parce que c'est nous qui donnons les catégories à partir desquelles nous sommes méprisés. C'est nous-mêmes, nous, Africains, qui abandonnons les positions à partir desquelles on nous domine. C'est le cas de la position spirituelle. Toute véritable spiritualité commence par l'assomption de ses propres racines. C'est à partir de tes racines que tu crois et que tu produis les fruits. À la Maoué, énorme longueur, au Sengiboam, au joie, si tu ne sacralises pas ta terre, ne te plains pas quand on vient l'arracher, puisque ta terre n'est pas sacrée. C'est un champ de patates. N'est-ce pas? C'est un simple défouloir. Hein? C'est juste un porte-avions, ta terre. Hein? C'est fait pour être pillé, creusé. Regardez comment, quand ils exploitent notre terre, ceux qui méprisent notre terre, regardez comment ils la creusent. Ils viennent, ils ramassent l'uranium, ils laissent la terre béante avec des matières radioactives qui s'écoulent dans l'eau, tout. Regardez comment ils se servent dans notre terre. Vous voyez très bien qu'ils ne la considèrent pas comme sacrée. Est-ce que vous savez qu'avec ce que la terre d'Afrique est capable de nous donner, l'exploitation doit se faire avec des rituels écologiques, avec des rituels, avec des prières de reconnaissance? Est-ce que vous savez qu'on ne doit pas extraire l'or, le diamant, l'uranium sans avoir remercié nos ancêtres, le Tout-Puissant, de nous les avoir donnés et sans avoir pris toutes les précautions pour que ce don qui nous a été fait ne se transforme pas en malédiction, pour rendre nos populations malades de cancer, pour polluer nos cours d'eau, pour tuer nos enfants? Est-ce que vous savez que c'est parce que nous ne prenons pas notre terre au sérieux que l'exploitation même de notre terre se retourne contre nous? Donc, j'appelle les Africaines et les Africains à noter que le front de la bataille est spirituel. Et la victoire commence quand tu sanctifies ta propre terre. Quand tu veux que ta propre terre soit respectée, qu'elle soit sacrée. Comme tu peux considérer comme sacrée la terre de la Mecque, la terre de Jérusalem, la terre du Vatican, selon ton expérience et ton émotion au contact de cette terre. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule terre qui soit sacrée. Est sacrée toute terre sur laquelle des hommes et des femmes ont une expérience, une émotion de contact avec la transcendance. Voilà, je ne suis pas là pour dire que tel sacré, telle sainteté est exclusive de tel autre. Non, je dis qu'il faut d'abord que chacun de nous ait son sacré. Il faut que les Africains resacralisent la terre d'Afrique. Il y a un deuxième front, le front social. Vous ne vous rendez pas compte que la société néocolonisée africaine est en guerre avec la société en décolonisation. C'est-à-dire que la société de l'Afrique des libertés est confrontée à la haine et à la méchanceté des Africaines et des Africains qui sont encore sous le joug du néocolonialisme français
et de l'impérialisme occidental. Vous reconnaîtrez ces ennemis-là à la haine qu'ils ont pour toutes les Africaines et les Africains engagés pour la souveraineté de l'Afrique. L'une des choses qui effraie dans le combat pour l'émancipation africaine, c'est la haine que des Africains ont pour ceux qui combattent. C'est incroyable. Tu te bats pour que dans nos pays, ce soit les peuples qui choisissent les dirigeants. Et il y a des Africains qui te détestent pour ça. Ils aimeraient que dans nos pays, les dirigeants soient dictés par Paris, par Londres, par Washington. Parce que c'est comme cela, croient-ils qu'eux, ils peuvent avoir une place. Tellement qu'ils sont médiocres qu'ils se disent qu'ils ne peuvent exister que comme valets. La haine que des Africains néocolonisés ont pour les Africains décolonisés. Pour les Africains en lutte. C'est quelque chose de spécial. C'est un front. Quelques-uns des pires ennemis auxquels les Africains qui se battent véritablement pour l'émancipation de l'Afrique soient confrontés sont des Africains décérébrés, des Africains dépersonnalisés, des Africains reptilisés, des Africains invertébrés, des Africains larbinisés, complètement aliénés, qui te disent non, on doit rester dans le franc CFA. Non, attention, depuis que l'armée française est partie du Sahel, nous sommes dans la merde. Il faut que l'armée française revienne. Les Africains qui vous disent, non, je préfère l'Afrique sous contrôle occidental. Vous êtes en train de vouloir que l'Afrique aille sous contrôle russe. Les Africains qui disent des bêtises comme ça. Comme si on n'avait jamais vu une colonie de peuplement russe en Afrique. Comme si les Russes manquaient de territoire. Quand vous parlez de la Russie, prenez une carte, regardez le territoire. La Russie est sous-peuplée. Comme l'Afrique. La Russie est sous-peuplée. La Russie, c'est un pays-continent. Il leur manque pas d'espace. Et c'est l'un des pays européens qui a le plus de ressources naturelles. C'est le poumon gazier et pétrolier d'une bonne partie de l'Europe, la Russie. Il faut étudier ces pays quand on vous raconte des choses. Donc, il y a un front là, les Africains qui détestent les Africains qui aiment l'Afrique. Les Africains qui aiment les puissances qui détestent l'Afrique. Il y a un front face à eux. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ont créé eux aussi des pages Facebook, des pages YouTube, des pages TikTok et ils essayent de promouvoir le contre-projet. Ils essayent de légitimer la recolonisation ou le maintien de l'Afrique sous les structures coloniales, impériales, etc. Quand on condamne un Africain qui se bat pour l'émancipation africaine, il publie des posts pour s'en réjouir. Ils sont chargés de dénigrer les serviteurs de la liberté de l'Afrique en essayant de les présenter sous un jour qui puisse décourager les Africains qui croient en eux. Dans mon cas en particulier, ces ennemis, ils sont maintenant en train de travailler à essayer de créer une campagne médiatique pour dire que j'ai voler l'argent de quelqu'un. Parce que comme cela, ils pensent qu'ils peuvent atteindre le moral des Africains qui, à travers moi, ont repris confiance en notre combat pour la souveraineté africaine. Et c'est ce qu'ils font pour beaucoup d'autres Africains, sincèrement engagés et ayant accompli des œuvres utiles pour l'éveil du continent. Mais ces ennemis de l'Afrique, qui sont des Africains, mais ce sont les dirigeants africains qui continuent à bloquer le processus émancipatoire. Regardez ce qui se passe. Même le Tchad, où les Débits ont reçu le pouvoir du néocolonialisme français, même le Tchad est entré en révolte au sommet de son État. Mahamat Idriss Déby Itno vient de donner un délai d'1 mois et 10 jours à l'armée française pour quitter définitivement son sol. Mais il y a des dirigeants africains qui aimeraient qu'il arrive malheur à Mahamat Idriss Déby Itno parce qu'il a fait ça. Mettez-vous dans la tête de Ouattara Draman. Qu'est-ce qu'Alassane Draman Ouattara souhaite pour Mahamat Idriss Déby Itno depuis que celui-ci a adopté une politique qui est tout le contraire de la sienne en Côte d'Ivoire? Il veut que Mahamat Idriss Déby Itno soit éliminé. Il veut qu'il soit éliminé et il y travaille. C'est la nature propre du dictateur africain soutenu par le colonialisme, le néocolonialisme français, de vouloir du mal à tous les dirigeants africains qui s'écartent un tant soit peu de la plantation d'esclaves. Le simple fait que Bassirou Diomaye Faye, tout en tremblant et en ne donnant aucun délai aux troupes françaises et américaines présentes sur le sol sénégalais, ait envisagé et indiqué qu'il faut qu'elles partent. Vous n'imaginez pas le nombre de haine qu'il a récolté sur le continent de la part des dirigeants soumis comme ce Ouattara, comme Tinubu, des dirigeants soumis comme Oligui Nguema. Vous n'imaginez pas ce que les dirigeants sournois, hypocrites comme Paul Biya en pensent. Vous n'imaginez pas ce que Talon, qui a voulu participer à la campagne militaire du néocolonialisme français à travers la CEDEAO contre le Niger, vous n'imaginez pas ce qu'il pense de l'audace de Bassirou de dire est-ce que vous accepteriez que les troupes sénégalaises défilent à Paris et un camp militaire dans Paris. Donc il y a un deuxième front qui est immense, ce sont les Africains déterminés à servir la cause anti-africaine. Il faut les veiller, il faut les surveiller comme on surveille du lait sur le feu. Car en réalité, ce sont eux qui sont les spécialistes, ce qu'on appelle les crossfire, les tirs croisés. Et beaucoup ont commencé par ruser en essayant de passer pour panafricanistes pour parvenir à atteindre les panafricanistes. Vous allez les voir voltiger sur quelques petits thèmes panafricanistes pour pouvoir à un moment donné être assimilés à des panafricanistes et pouvoir s'attaquer au panafricanisme. Deuxième front, le front social. Toutes les poches où il y a ces Africains qui veulent absolument tout faire pour que l'Afrique reste en retard.
troisième front, mais le front sécuritaire, le front de défense. Vous voyez très bien que ce à quoi on est en train d'assister, c'est au démantèlement progressif des bases militaires françaises en Afrique. Mais chaque fois qu'elles sont démantelées, les troupes françaises se déplacent vers une autre zone de l'Afrique. Alors que les Africains leur demandent de rentrer pacifiquement en France, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'elles se mettent dans une dynamique de transhumance à travers le territoire africain. On les enlève au Mali, ils viennent au Burkina et au Sénégal. On les enlève au Burkina, ils viennent au Niger. On les enlève au Niger, ils viennent au Tchad. On les enlève au Tchad, ils vont en Côte d'Ivoire et au Gabon. On les enlève, quand on va les enlever en Côte d'Ivoire et au Gabon, ils vont chercher à aller en Mauritanie. Là, ils sont en train de négocier avec les Nigérians, peut-être pour que les Nigérians leur permettent d'aller au Niger. Il y a un duel entre des forces qui demandent aux puissances impérialistes et coloniales de rentrer dans leur territoire national avec leurs troupes et les forces qui travaillent à manœuvrer pour simplement déplacer le dispositif, mais maintenir la pression sur les Africains. Mais il y a une autre bataille sécuritaire que vous ne voyez pas. C'est la reconversion des forces militaires officielles en forces civiles officieuses. Je recommence. Il ne faut pas dormir dans la classe de l'Afrique des libertés. Sur le terrain sécuritaire, on est en train d'assister à une transformation de la présence étrangère. La présence militaire étrangère est en train d'être habillée en civil. Elle est en train d'être reconvertie en compagnie de mercenaires, armés jusqu'aux dents, renseignés par des puissances. Des armées tout à fait comparables à des armées classiques officielles, mais cette fois-ci en civil et cachées sous l'anonymat des compagnies de sécurité privées. Ils sont en train de recycler entièrement leur dispositif militaire en dispositif mercenaire. Et il faut que l'Afrique des libertés surveille cette transformation et que les compagnies militaires privées, qui sont en réalité les forces déguisées des puissances néocolonialistes et impérialistes, soient elles-mêmes chassées du continent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dans toute l'Afrique noire, on doit faire l'inventaire des compagnies militaires privées et on ne doit permettre que celles qui sont approuvées par le gouvernement parce que leur fonctionnement est compatible avec les obligations de sécurité du pays. Il faut un grand toilettage dans toutes les compagnies de sécurité privée parce que ces compagnies sont en train de devenir le cachoir, la cachette, la zone de repli des armées démantelées, les armées coloniales et néocoloniales démantelées du continent. Plusieurs officiers des armées coloniales et néocoloniales sont revenus sur le continent à la tête de sociétés de sécurité, sociétés de conseil, sociétés de vente d'armes. Ils sont revenus. On les fait sortir par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Et certains Africains font comme s'ils ne les voient pas. La plupart de ces compagnies militaires de sécurité, ces compagnies de sécurité privées sont dirigées par des anciens officiers des armées occidentales. Oui ou non? La plupart des principaux agents de ces compagnies de sécurité sont des anciens militaires des armées occidentales ayant occupé l'Afrique. Et donc, je tire ici une sonnette d'alarme sur cette bataille. Il ne faut pas simplement leur demander de retirer leur base militaire, il faut retirer leurs militaires mercenaires. Tous, sans exception. Il faut faire, là par exemple au Tchad, le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno est en train de demander à l'armée française de se retirer. Mais il faut qu'il fasse toute la liste des sociétés de sécurité privées qui sont au Tchad. Il va y retrouver des éléments de ces armées reconverties pour rester au Tchad. C'est pareil au Niger, c'est pareil au Mali, c'est pareil au Sénégal, c'est pareil au Cameroun, c'est pareil en Centrafrique, c'est pareil au Togo, c'est pareil au Bénin. Au Nigeria, n'en parlons plus, c'est leur marchepied. Ils sont reconvertis en compagnie militaire privée et ils ne veulent pas partir. Donc, un toilettage rigoureux de ces compagnies militaires privées s'impose dans toute l'Afrique pour éviter le camouflage de leur présence. C'est une grande bataille, mais c'est une bataille d'intelligence. Et nous devons avoir le courage d'en parler parce que ce sont nos affaires. Les affaires africaines sont nos affaires. Oui ou non? Qui doit parler de nos affaires? Dites-moi. Qui doit parler des affaires africaines? Si ce ne sont d'abord les Africains eux-mêmes. Non, je parle là de la sécurité de l'Afrique. Et je dis que l'Afrique n'a pas intérêt à laisser prospérer une foultitude de compagnies militaires privées, de compagnies de sécurité privées, qui sont en réalité les anciennes armées néocolonialistes qu'on a chassées par la porte et qui reviennent par la fenêtre. Écrivez ça. Tilana Yomi. Écrivez. On les chasse par la porte, ils reviennent par la fenêtre. On dit fermez votre base, ils ouvrent une entreprise. Il y a un très bon modèle pour le comprendre. Le bon modèle, c'est d'écouter ce qu'a dit le général Didier Castres, qui explique comment le dispositif militaire en Côte d'Ivoire peut être reconverti et même agrandi, mais avec des hommes armés en civil, et qui explique comment ils ont pris le contrôle du port autonome d'Abidjan de manière invisible, en étant non plus habillés en treillis, mais en costume cravate. Oui! Donc attention, le front sécuritaire n'est pas simplement le front sécuritaire officiel, c'est aussi le front sécuritaire officieux, celui du renseignement, celui de l'intelligence, celui du mercenariat. Il faut mettre de l'ordre. L'Afrique court du roi Péto, c'est terminé. La bataille se déploie sur le terrain économique. Sur le terrain économique, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que l'Afrique des libertés est engagée dans un processus de réappropriation des ressources naturelles par les États. C'est extrêmement important ce processus.
tous les États africains doivent redevenir les principaux propriétaires des ressources naturelles du pays. C'est un élément de doctrine d'émancipation que nous devons partager. Ça doit être un élément de langage de tous ceux qui sont dans la dynamique panafricaniste. À rendre la gestion de l'essentiel des ressources naturelles stratégiques de tout pays africain aux États est un élément essentiel. Mais encore faut-il que ces États soient dirigés par des panafricanistes révolutionnaires. Parce qu'un État qui est dirigé par un néocolonialiste profitera de la même mise de l'État sur les ressources naturelles pour les brader aux puissances impérialistes, aux multinationales, qui précisément alimentent la domination. Donc, il y a une concomitance entre la nationalisation des ressources naturelles et la montée au pouvoir de puissance panafricaniste. Il y a un rapport intime entre ces deux tendances. Nous allons en 2025 vers l'abolition, la suppression du franc CFA, probablement au Sahel. Je n'ai pas d'informations de premier plan, mais je pense qu'il sera difficile pour nous de traverser 2025 sans que le franc CFA ne se prenne sa première baffe. Pourquoi? Parce que la France-Afrique est en train de réfléchir à des mécanismes pour essayer d'asphyxier économiquement les pays de l'AES. Ces mécanismes vont passer par la complication des conditions au niveau des banques centrales. Ces mécanismes vont passer par des pièges tendus au niveau de l'import-export. Ces mécanismes vont passer par la pression du FMI et de la Banque mondiale, notamment par la révision de leur taux d'intérêt, histoire d'appauvrir, d'assécher les caisses de ces États. Donc je pense, et je peux le dire, que la grande bataille qui se prépare est celle de la sortie de la grande monnaie Sahel. Je ne sais pas exactement quand elle va sortir, mais je vous le dis par intuition, en analysant les rapports de force qui se déploient sur le terrain, qu'il sera difficile que nous traversions l'année 2025 sans la nouvelle monnaie Sahel, qui va commencer à accélérer la fin du CFA. Alors, en attendant, ce qui caractérise la situation économique du continent, c'est que tous les pays qui, progressivement, ont créé des moyens alternatifs de paiement, notamment à travers la production de l'or et sa transformation en lingots, tous ces pays, très rapidement, vont être les plus attractifs de la sous-région. Sur le plan économique, l'Afrique est en train de redevenir plus riche que la France-Afrique. L'Afrique des libertés est en train de redevenir plus riche que la France-Afrique. Elle était potentiellement plus riche, mais elle le devient actuellement. Je vous invite à regarder les recettes faramineuses que deviennent capables de faire les États du Mali, du Burkina Faso et du Niger sur l'exploitation de leurs ressources naturelles. C'est une tendance spectaculaire qui est en train d'avoir lieu et qui va se traduire par la mise en œuvre de travaux vraiment d'échelle pharaonique pour donner à ces pays, dans les 5 années qui viennent, un niveau de vie qui va faire pâlir de jalousie les citoyens des pays restés sous l'emprise des néocolonialistes. Après l'apparition du Sahel, je vois naître une différence de qualité de vie entre le Sahel et les autres pays africains qui sera telle qu'elle va pousser à une véritable révolte économique. Tous les pays restés sous l'emprise des dictateurs. Je vous le dis, quand les universités nigériennes seront les mieux fournies, quand les routes nigériennes seront les plus impeccables qui sont, quand les routes burkinabées, les routes maliennes, quand les aéroports de ces 3 pays vont devenir les meilleurs de la sous-région, quand le système de chemin de fer de ces 3 pays va être le meilleur de la sous-région, quand ils vont avoir les meilleurs hôpitaux de la sous-région, on va assister à un mécanisme de rivalité, de compétition positive économique inspiré par l'Alliance des États du Sahel. Je vous dis qu'après la naissance de la monnaie Sahel, les succès, notamment donc de ces travaux pharaoniques, vont entraîner mécaniquement la chute de toutes les dictatures. Les dictatures, que ce soit celles qui persiste aujourd'hui au Togo, celle qui veut s'installer, s'incruster pour toujours au Bénin avec Talon, la dictature de Ouattara Draman, la dictature de Mamadi Doumbouya, parce que ce qu'il est en train de faire en Guinée, c'est une dictature atroce et féroce. On ne parle pas assez de ce qui se passe en Guinée, où franchement, ce monsieur-là, il ne laisse respirer personne. Il est en train d'étrangler complètement les Guinéens d'une manière absolument barbare. On ne parle pas de cette dictature france-africaine. La dictature du Cameroun, la dictature corrompue de Tinubu au Nigeria. Tous ces régimes-là, le régime corrompu du Gabon, le régime corrompu du Congo-Brazzaville, le régime corrompu du Congo-Kinshasa, tous ces régimes, devant l'exemplarité et les succès du Sahel, vont s'effondrer sous la colère des peuples. Je pense que les années 2025, 2026, 2027 seront des années caractérisées par d'immenses révoltes populaires. Écrivez la date. Je suis en train de vous parler de la bataille. Les peuples africains vont se dresser d'une manière spectaculaire. Même les peuples africains seront étonnés d'eux-mêmes. Et tout viendra du modèle sahélien. Si le modèle sahélien réussit, les peuples africains auront donc une échelle de mesure pour se révolter, une échelle de proximité. Ils vont dire, mais le Niger a été capable de construire un chemin de fer de meilleure qualité que celui du Cameroun. Vous nous parlez de quoi? Le Burkina Faso s'est doté d'un système routier supérieur en qualité à celui même du Nigeria.
Vous racontez quoi? Le Mali est en train de construire un complexe aéroportuaire, un complexe routier supérieur à tout ce qu'on peut trouver dans toute l'Afrique francophone. Vous dites quoi? Le Sahel va être l'échelle de mesure de la colère des peuples. Quand les peuples africains vont voir se réaliser au Sahel ce qu'il est impossible de réaliser dans les dictatures qui les tiennent en otage, ils vont se révolter. Je vous le dis, ce sera un phénomène fulgurant. Vous allez voir ce phénomène en Côte d'Ivoire, au Cameroun notamment, deux pays que je connais bien. Vous allez voir ces peuples éveillés par les phénomènes sahéliens. Vous allez voir ces peuples-là surprendre le monde. J'en suis certain. Donc, c'est une grande bataille. La bataille de la nationalisation des ressources et la bataille de leur transformation sur place à travers des grands projets qui vont relever le niveau de vie de nos populations. La bataille de l'économie. J'avais parlé de la bataille spirituelle, mais il y a une grande bataille qui est la bataille de la culture. Le front de la culture, c'est d'abord le front du renouveau des langues africaines. Les langues africaines vont reprendre du terrain. Mais l'Afrique a tout intérêt à conserver son polyglottisme international. Ce n'est pas parce qu'on va de plus en plus parler des langues africaines en Afrique que les langues d'origine occidentale, orientale ou américaine n'auront plus leur place. Bien au contraire. Mais ce qu'on va observer, c'est qu'il va y avoir plusieurs pays africains qui vont mener des réformes au niveau linguistique, qui vont mener des réformes au niveau de la désignation de l'espace, la nomination de l'espace. Même le Sénégal est en train d'entrer dans cette réforme. J'ai bien lu les conclusions du Conseil de gouvernement du Sénégal, Conseil de ministres du Sénégal, qui ont instruit de procéder à une renomination de la quasi-totalité du territoire sénégalais, c'est-à-dire à la décolonisation, en fait, de l'espace symbolique. Ce processus-là va s'accélérer sur tout le continent. Quelqu'un qui était sur ce continent il y a 10 ans ne va pas le reconnaître dans 3 ans, parce que tout va être nommé de façon africaine. Les langues africaines vont revenir dans les bureaux de l'administration. Elles vont revenir de manière officielle et elles seront de plus en plus écrites. Elles vont revenir dans la littérature. Elles sont en train de revenir même dans le théâtre. J'ai été frappé par un phénomène qui est en train de s'imposer partout. C'est le théâtre produit et publié sur les réseaux sociaux, donc sous forme de vidéos, mais le théâtre en langue africaine, avec une traduction en langue occidentale. C'est très intéressant cette formule. J'ai vu par exemple plusieurs acteurs de théâtre au Cameroun maintenant qui font leur théâtre en Bassa, en Douala, en Bamileke, en faisant traduire les dialogues en bas en français ou en anglais pour que le plus large nombre de personnes aient. C'est formidable. Mais c'est un phénomène qui va s'imposer partout. L'Afrique est en train de reparler ses langues. Africa, Iyetimba, Porte Dilemche, l'Afrique reparle ses propres langues. Et elle le fait de plus en plus de manière vraiment complètement décomplexée et spontanée. Je vois de plus en plus là des vidéos qui apparaissent. Là, le théâtre en Moré, le théâtre en Bambara, le théâtre en Bassa, le théâtre en Swahili, le théâtre en Lingala, avec des traductions en langue occidentale, pour permettre à d'autres Africains à la fois d'entendre la langue africaine se parler et de comprendre, puisqu'ils n'ont pas encore le vocabulaire, la syntaxe, la grammaire, de comprendre ce dont on parle. Ce phénomène va s'accélérer. Les grands films du cinéma africain dans 5 ans seront des films en langue africaine qui auront été traduits en français, en anglais pour le public large. Mais les grands films du cinéma, ceux qui vont être valorisés dans les États où auront lieu les révolutions panafricanistes, seront des films en langue africaine. Vous allez voir que le FESPACO, par exemple, à Ouagadougou, va être progressivement dominé par des films où les acteurs parlent une langue africaine et on traduit sur le script de l'écran en français et en anglais. Parce que quelle saveur le film en langue africaine quand vous êtes africanophone. Quelle saveur le théâtre en langue africaine quand vous êtes africanophone. Je regardais l'autre jour avec tellement une extase, une scène de théâtre où un homme en langue bassa conte fleurette pour la première fois à une belle femme bassa qu'il rencontre dans un village. Il essaie de la convaincre, de l'amener rencontrer son père. Il essaie de convaincre cette femme qu'il est vraiment déterminé à l'épouser et qu'il veut aller rencontrer son père. Mais l'échange qu'il y a entre les deux acteurs dans la langue bassa dont je suis un maître, cet échange est d'une telle tendresse, d'une telle finesse, d'une telle émotion que vous vous rendez compte que quand on perd une langue, en fait, on perd aussi du sens avec une langue. Parce qu'il y a un certain type d'émotion qui ne peut se dire que dans la langue, maternelle de celui qui la vit. Quand vous écoutez les dialogues dans les langues que vous comprenez, alors moi je comprends bien le bassa, le douala, par extension une bonne partie des langues congo, je peux comprendre ce qu'on dit. C'est tellement touchant qu'à un moment donné, même quand vous ne maîtrisez pas entièrement la langue, vous ne lisez plus la transcription parce que vous sentez les acteurs. Quand moi je regarde les films en bambara, les films en wolof, les films en moré, etc., à un moment donné, je ne lis plus la traduction. Tout se passe comme si je deviens moréphone, je deviens bambarophone, je deviens wolophone, uniquement par le fait de prendre plaisir à entendre la manière dont les gens disent en africain leurs pensées et leurs émotions. Je vous appelle à prendre conscience de cette révolution culturelle, la bataille de la culture. L'africanophonie est en train de phagocyter la francophonie et de faire de la langue française une langue de script de cinéma, une langue de sous-titres, de télétexte, une langue de travail.
une langue en fait de projection. Alors, ça ne veut pas dire que le français va disparaître, ce serait dommage d'ailleurs qu'il disparaisse. Ça ne veut pas dire que l'anglais va disparaître, ce serait dommage qu'il disparaisse. Chaque langue est une belle œuvre de l'esprit. Ça veut simplement dire que l'Afrique va redonner vie aux langues africaines et que chaque Africaine et chaque Africain doit en prendre conscience et participer du mieux qu'il peut à cette révolution. L'objectif pour tous et pour toutes, c'est de parler au moins 2 langues africaines. Au moins 2 langues africaines. Je dis bien au moins 2 parce que j'aime bien ce principe de au moins 2 langues africaines parce que ça t'oblige à ne pas seulement parler la langue maternelle que tes parents ont le plus parlé à la maison. Ça t'oblige à faire un pas vers l'intonation africaine de l'autre. Au moins 2 langues africaines. On doit enseigner dans nos écoles maternelles, dans nos écoles primaires, à chaque enfant, au moins 2 langues africaines. Au moins. On doit s'assurer que chaque enfant parle au moins 2 langues africaines. Celle de la région dans laquelle il vit et celle d'une région autre que celle dans laquelle il vit. Au minimum dans chaque pays, on doit veiller à cela. Donc, la révolution culturelle, c'est une bataille. Il va falloir produire du théâtre, produire de la littérature. Il va falloir traduire des œuvres dans ces langues. Il va falloir participer, nous tous, à la production de textes, à la production d'événements où ces langues seront parlées. Voilà pourquoi, pour ma part, d'abord, j'ai engagé la traduction de mes principales œuvres dans le Bassa que je maîtrise, mais je m'engage désormais chaque année, à partir de l'année prochaine, à produire un livre au moins en langue africaine. Chaque année, au moins un de mes livres, puisque j'écris 3 ou 4 livres par an, chaque année, au moins un livre en langue africaine. Prenons conscience de l'importance de cette bataille de la culture et de donner chacun le meilleur de lui-même pour elle. Voilà les fronts sur lesquels je pense qu'il nous fallait nous retrouver. Enfin, le dernier front, mais il est en rapport avec la bataille de la culture, c'est la bataille de l'invention du politique. Nous devons créer l'état de droit africain et sortir des paradigmes de la démocratie et des droits de l'homme occidentaux. Les théoriciens, les sociologues politiques, les philosophes politiques, les politistes, les juristes sont attendus pour concevoir la République africaine. Moi, l'année 2025 sera vraiment entièrement consacrée à parachever mon ouvrage sur la République africaine. L'idée d'un modèle de république qui s'inspire des valeurs de civilisation africaine et qui puisse en réalité servir de paradigme à nos constituants, paradigme à nos constitutions. Parce que ce modèle républicain d'inspiration traditionnelle africaine aurait l'avantage de nous permettre de sauvegarder nos valeurs de civilisation dans des institutions faites pour cela, faites pour transmettre la vie à notre manière. Voilà les nouvelles que je voulais partager avec vous pour vous dire que personnellement, je rends grâce au Tout-Puissant, je rends grâce à tous mes ancêtres, comme je disais, à mes parents, à mes maîtres, je rends grâce à ma famille, à mes amis, à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à faire de moi l'homme que je suis devenu, en plus de ce que j'ai fait moi-même. J'ai le sentiment d'avoir une très grande chance de vivre cette époque de l'histoire de l'humanité. Pour moi, c'est une chance d'être sur la Terre entre 1972 et 2024 et d'assister aux changements, aux mutations spectaculaires de la condition de la communauté africaine dans le monde, auquel je suis en train d'assister, mais également d'y participer. Je ne sais pas si vous mesurez, vous aussi, la chance que nous avons d'être sur la Terre. Saisissons cette chance et soyons les meilleurs de nous-mêmes, quelles que soient les épreuves, quels que soient les obstacles. Ayons la joie d'être là. Soyons reconnaissants au Tout-Puissant de nous avoir accordé d'être là. D'ores et déjà, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous d'entrer dans cette période de fête de la fin d'année, dans les meilleurs auspices, dans la meilleure humeur, avec la bénédiction, avec la santé, avec la force, avec la joie qui s'impose pour traverser les affres de la vie.